Donc merci beaucoup déjà aux organisateurs pour votre gentille invitation. Et puis désolé déjà auprès du public de ne pas pouvoir rester par les 2 jours. Je vais devoir vous quitter juste après cette session que j'ai eue. Merci beaucoup. Donc je vais vous parler de libération ou de restauration des écosystèmes. Donc merci beaucoup madame pour cette question en fait introductive. Je sais au moins qu'il y a une personne dans la salle qui va être intéressée. Alors pourquoi en fait parler de restauration en fait des écosystèmes aujourd'hui? Parce que vous savez tous, en 2010 nous avons arrêté l'érosion de la biodiversité, et en 2020 en fait la conférence dite les conférences des parties sur la biodiversité qui s'est tenue à Nagoya au Japon en 2010 s'est donné un autre objectif atteignable, c'est de restaurer 15% de tous les écosystèmes, de tous les biomes de la planète d'ici à 2020. Alors, allons-nous atteindre cet objectif? Pour ce qui est de l'Europe, il semble que les dernières publications qui sont sorties dans la prestigieuse revue Nature semblent qu'en Europe, on ne va peut-être pas atteindre cet objectif. Alors certes, peut-être à cause d'un manque de volonté politique, mais aussi peut-être, là on va rejoindre plus en fait la science et la technique, peut-être qu'on n'est pas vraiment capable de restaurer tous ces écosystèmes qui ont été altérés, dégradés, détruits, comme vous pouvez voir ce joli écosystème qui n'est pas très loin de ma ville natale. Mais de fait, il y a aussi une autre question. Hein. Les scientifiques ne sont pas qu'à la disposition en fait, des politiques publiques pour savoir si on peut ou pas restaurer, mais il y a aussi la question automatiquement, pour les gens qui font des sciences fondamentales, notamment au CEREC, de savoir si on doit restaurer ces écosystèmes. C'est la question que vous avez posée, hein, est-ce qu'il faut finalement intervenir vers ces, comment dire, images d'Épinal, est-ce qu'on doit restaurer les écosystèmes comme des cartes postales, ou est-ce qu'au contraire, il faut laisser faire la nature, comme vous le voyez sur cette image en ville, où il y a tout un tas d'espèces sympathiques, quelquefois invasives, des peupliers, des buddéias, pour ceux qui auront reconnu, des bergerains du Canada, etc., qui sont installés là tout à fait spontanément. Et la nature est quand même globalement résiliente. Il y a eu très peu d'endroits au monde qui sont complètement azoïques, même à Tchernobyl, même dans les endroits les plus pollués. La nature, sur certaines formes, reprend le dessus, pas toujours celle qu'on espère. Alors, de fait, quelle est la définition, en fait, une des premières définitions de la restauration écologique, hein, c'est pas de restaurer la nature comme une carte postale, mais vous le voyez, hein, c'est d'accompagner en fait une trajectoire. On assiste en fait la régénération en fait de la nature dans sa diversité vers un écosystème qui est désiré, qui peut être un écosystème historique, quelque chose qui a existé auparavant, ou alors autre chose. Dans ce cas-là, on appelle ça en anglais reclamation, ou en français une réaffectation. Hein, il n'y a pas forcément un écosystème, on va dire, défini. Il y a des écosystèmes, il y a un potentiel d'écosystèmes qui sont possibles à restaurer, qu'ils aient existé ou pas. Alors, quels sont les résultats? Pendant très très longtemps, depuis les années 1980 au siècle dernier, on n'avait pas beaucoup de résultats, en fait, de retours d'expérience sur les réussites ou non des opérations de restauration écologique. Et actuellement, grâce à la méta-analyse, on voit apparaître pas mal de données statistiquement en fait, validées qui montrent que, c'est une expression qui tourne beaucoup actuellement, il y aurait une certaine forme de plafond de verre en fait, dans nos capacités à restaurer les écosystèmes. On est capable d'en restaurer une grande partie et qu'on atteint toujours un palier qui ne se superpose pas à l'écosystème de référence, c'est-à-dire nos objectifs. Alors bien sûr, tout ça va dépendre énormément de ce qu'on est capable de mesurer dans la restauration. Et comme vous le voyez ici, ce pourcentage de recovery, ce pourcentage de régénération, il est ce qu'on sait mesurer. Donc généralement, des plantes, des insectes, donc plus difficiles, des oiseaux. Et bien évidemment, quand on s'adresse au sol, ça devient beaucoup plus compliqué, hein, toute cette biodiversité obscure, nos fonctions du sol, les aspects fongiques, bactériens, etc. Donc attention, quand on dit qu'il y a une partie de l'écosystème qui a été réhabilitée, restaurée, c'est sur ce qu'on a mesuré, c'est sur ce qu'on est capable de mesurer actuellement. À tel point que si on regarde les différentes publications, il y a quelques fois, ici on voit bien qu'on a un plafond de verre, en gros un palier qui est atteint dans la restauration de ces milieux humides. Cette synthèse a été faite sur plusieurs dizaines en fait, d'exemples de restauration de milieux humides, principalement des populations d'oiseaux et de la végétation. Et dans d'autres cas, d'autres études tout aussi sérieuses qui vont prendre en fait, d'autres indicateurs dans leur algorithme ont quelquefois pour message de dire finalement on peut arriver rapidement à une restauration. Alors ici c'est un cas qui est quand même assez saisissant. Si vous regardez le cas des forêts, en moins de 40 ans, on arrive à restaurer une forêt. C'est un peu curieux, il me semble qu'il y a des très vieilles forêts qui mettent plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'années à se définir en termes de composition et de structure. Et si on regarde les éléments qui sont dans cet indicateur, ben effectivement, il y a la hauteur des arbres. Oui, alors effectivement, on peut remplacer une forêt de chêne par des peupliers et on peut avoir la même hauteur et donc réussir la restauration. Donc vous voyez bien les glissements qu'il peut y avoir dans des projets de restauration, dans leur évolution, si on ne prend pas les bons indicateurs. Donc face à ce constat que finalement, jusqu'à présent, cette espèce de palier qui existe et qu'on ne peut pas restaurer l'intégralité de ce qui existait, l'intégralité de toutes les composantes, de toutes les fonctions, la naturalité même de ces écosystèmes, un nouveau concept est apparu, un véritable schisme en fait dans la science de l'écologie de la restauration, qui est celui des nouveaux écosystèmes. Qu'est-ce que c'est un nouvel écosystème? Un nouvel écosystème, c'est un écosystème finalement qui est issu de pratiques intensives humaines, qu'elles soient agricoles, militaires, industrielles,
et dont les dégradations sont telles au niveau biotique, au niveau du vivant, au niveau de l'habitat, au niveau de la biotique, que finalement on a peut-être un domaine où les destructions sont telles, les altérations sont telles, on ne pourra pas arriver en fait à restaurer quelque chose qui existait préalablement parce qu'on n'en a pas les compétences scientifiques, techniques, voire la volonté socio-économique, c'est aussi quelque chose de très important. Et donc dans ce cas-là, pourquoi ne pas laisser faire la nature, laisser faire ces nouveaux écosystèmes évoluer et laisser avoir ce potentiel, ce futur dans un cadre de changement climatique, de changement d'usage, puisque cette nouvelle nature entre guillemets est tout à fait capable de s'organiser et d'évoluer. Donc pour rappel, deux types de nouveaux écosystèmes. Les nouveaux écosystèmes sont soit issus de destruction, d'altération de ce qui existait, notamment au niveau industriel, agricole ou militaire, mais c'est également quelquefois l'abandon d'écosystèmes qui sont considérés comme historiques, comme intéressants, les prairies fauches, les paysages de bocage, etc., les tourbières, qui peuvent conduire à ces nouveaux écosystèmes qui ont systématiquement perdu des éléments de biodiversité ou des fonctions. Alors, comme vous l'imaginez bien, c'est une espèce de chiffre, mais c'est très intéressant à vivre au niveau scientifique. On a quitté un peu le business as usual de la restauration écologique, où on cherchait un écosystème dans le passé et on cherchait à le restaurer. Mais face à ce nouveau concept, on laisse de plus en plus la chance, entre guillemets, aux produits, à la nature, de regarder ces écosystèmes qui sont dits altérés, dégradés ou détruits comme des nouvelles chances, de produire des nouveaux écosystèmes en équilibre, entre guillemets, avec les évolutions futures et ce qu'est la nature actuellement. Vous voyez, la bibliographie est assez importante et je vais relever les titres. On n'hésite pas, en gros, l'enfer est pavé de nouveaux, définitions de nouveaux écosystèmes, donc ça bouge pas mal dans ce type de domaine. Donc nous, les objectifs de nos recherches, voilà un peu pour le cadre conceptuel, on y mène depuis une vingtaine d'années dans le sud de la France, c'est de tester expérimentalement les effets de diverses techniques de restauration écologique, à la fois sur la biodiversité et le fonctionnement des écosystèmes généralement historiques, qui sont en cours de restauration, pour répondre à la question est-ce qu'on est capable de restaurer ces écosystèmes. Mais ce qu'on cherche aussi systématiquement à faire, c'est de mesurer les différentes composantes de la biodiversité et leurs fonctions par rapport à l'état dégradé. Certes, est-ce qu'on fait mieux que l'écosystème, que l'état qui était considéré comme dégradé, mais aussi très important, quel est le chemin qui nous reste à parcourir pour cet écosystème de référence qu'on s'est fixé, qui peuvent être très diversifiés sur les projets de restauration écologique. Enfin, dernière chose importante aussi, dans certains écosystèmes, qu'on considère souvent comme altérés ou détruits, on s'est investi plus pour définir leur biodiversité et les fonctions, pour voir si réellement on avait perdu des éléments, des fonctions ou de la naturalité dans ce type d'écosystème. C'est un peu ce que je vous présentais maintenant un peu plus dans le détail. L'écosystème sur lequel je travaille principalement, c'est la plaine de Crau. C'est une espèce de steppe méditerranéenne que vous trouverez entre la Camargue et l'étang de Berre. C'est un paysage assez unique en Europe de l'Ouest. C'est la seule steppe d'Europe occidentale, ce qu'il en reste. Elle est la conjonction bien sûr du climat méditerranéen, d'un sol très particulier et de la pratique multiséculaire du pâturage au main. Donc c'est bien un écosystème culturel historique, c'est pas un écosystème originel, il a été façonné par l'homme. Voilà à quoi il ressemblait à peu près au XVIIe siècle, avant les premières opérations d'irrigation, de creusement de canaux, et voilà tel qu'on peut le voir aujourd'hui. Donc on est passé en gros d'une surface de 50 000 hectares en un seul tenant à une surface de 10 000 hectares avec 15 morceaux qui sont fragmentés, donc tous les inconvénients de la perte d'habitat en surface, mais également les impacts de la fragmentation. Alors quelle est la cause de ces destructions? Principalement les changements d'usage qui sont apparus au XXe siècle pour la production de farine et de pêche intensive. Les surfaces sont toujours assez conséquentes, 4 500 hectares. Nos amis militaires ont investi cette plaine déjà dès le début du 19e siècle, et puis comme il n'y avait rien, on pouvait y stocker tout un tas de choses un peu désagréables, à savoir un aéroport militaire, du stockage de têtes nucléaires, des choses comme ça. Également, tout autour de cette plaine, il a fallu des gravulins pour construire le grand port maritime de Marseille, et vous voyez qu'on a vraiment un milieu qui s'est classiquement qui a été détruit, fragmenté par diverses utilisations. Donc récemment, par rapport à la création de la réserve naturelle des Cours-sous-Pau, qui fait à peu près 7400 hectares, c'est une réserve assez grande, on a eu l'occasion de travailler sur plusieurs projets de restauration. Donc voilà l'état aujourd'hui. Et on a donc eu la possibilité de travailler dans le cadre de la restauration d'un verger de 357 hectares, c'est quelque chose quand même d'assez important. Vous avez le coût aussi, je ne reviendrai pas sur les détails de la mise en place de ces éléments-là, mais c'est pour l'objet de questions. On a pu travailler aussi en lien avec des activités industrielles, hélas, à la réhabilitation et à la restauration d'un site qui avait été impacté par le flux d'hydrocarbures. Et enfin, on travaille actuellement également sur la restauration de ces carrières.
Donc finalement, par rapport à nos capacités scientifiques et techniques, quel est le bilan de ces opérations-là et comment on se situe sur le fait qu'il faut restaurer ou plutôt laisser faire la nature par rapport à ce qu'on a pu faire depuis une dizaine d'années. Donc le premier projet a été la réalisation d'un verger intensif. On a à nouveau restauré ce verger donc, qui avait été mis en place dans les années 90 en un espace de parcours pastoral. Donc on voulait à nouveau retourner vers ce milieu de type stépique, avec un objectif principal qui était surtout de permettre aux oiseaux stépiques endémiques ou emblématiques en fait, de ce milieu de pouvoir se réinstaller. Donc le travail très rapidement qui a été mis en place, voilà le verger quand il n'est plus irrigué, c'est un peu une agriculture sous perfusion, très rapidement, que ce soit les fruitiers ou les peupliers brise-vent en sèche. Les opérations ont consisté dans un premier temps au retrait des péchés, c'est une très grosse opération, 4 millions d'euros, puisqu'on a retiré 200 000 péchés au total, le paradine et tout. On a également en fait, sur place en fait, broyé. On a broyé le bois et on a essayé en fait à chaque fois d'avoir une démarche quand même durable dans ces chantiers qui étaient assez conséquents en termes de génie civil et insérer ces bois dans la filière bois et énergie. Le sol a été nivelé pour redonner en fait au sol sa structure de sol de type stépique. Et enfin, on a absolument, vous avez déçu ici dans la filière du végétal, on n'a absolument rien semé, rien planté. On a laissé faire, je dirais entre guillemets, la nature au niveau de la banque de graines du sol pour voir ce que pouvait redonner en fait ce milieu au niveau herbacé, c'est ce qu'on voit ici, et voir ensuite s'il était favorable à la nidification des oiseaux stépiques. On a accompagné cette globale opération de réhabilitation par des expérimentations plus poussées pour aller voir si on pouvait en fait augmenter les degrés de restauration de nos milieux avec des techniques que je peux vous détailler, ce qu'on appelle le semi-d'espèce nurse, le transfert de foin, le transfert de sol et les trépages du sol. Alors, le semi-d'espèce nurse, qu'est-ce que ça vaut? Parce que là, on rentre plus dans l'utilisation du végétal. Si on laisse un espace de sol nu, vous savez, très rapidement, on a tout un tas d'espèces non ciblées pour la restauration qui peuvent s'installer. Je ne vais pas vous faire l'affront de les appeler les mauvaises herbes, surtout pour moi. Donc ça peut être des kénopodes, des amarantes, etc. C'est une situation qu'on ne cherche pas parce qu'elle ne va pas nous mener en termes de trajectoire vers la steppe de référence. Et donc dans ce cas-là, on va semer un mélange d'espèces nurse, qui sont ici des espèces qui sont disponibles dans le commerce, à savoir du régras, d'affectus, du sainfoin, pour couvrir rapidement le sol. Le fait de couvrir rapidement le sol, les espèces indésirables qui arrivent par la pluie de graines ou par la banque de graines ne peuvent pas germer. Ce pas vraiment des bonnes nurses, hein, ces plantes-là. Mais dans un second temps, on va réintroduire en fait ensuite le pastoralisme. Donc le pastoralisme, ça consiste à réintroduire le troupeau, qui va donc créer des espaces de sol nus en fait, dans ce milieu qui a été couvert par le régras, le sainfoin, qui sont quand même des bonnes fourragères. Et cette fois-ci, donc à partir des graines qui sont transportées en fait dans la toison ou dans le système digestif des brebis, on va pouvoir réinitialiser donc cette trajectoire vers la steppe de référence qui elle a été bien sûr pâturée depuis plusieurs milliers d'années. Donc voilà vraiment ce qu'on appelle de l'ingénierie écologique. Alors un peu moins d'ingénierie écologique, mais là plutôt du système géo-trouve-tout. On sait qu'on a un problème de recolonisation de ces espèces stépiques qui ne sont absolument pas des bonnes colonisatrices, hein, c'est plutôt des espèces tolérantes au stress. Donc ce qu'on a fait, on a aspiré la steppe. On ne pouvait pas vraiment passer une barre de coupe parce qu'on avait beaucoup galé. Et le produit de l'aspiration, comme vous le voyez sur la diapositive de gauche pour vous, on l'a à nouveau en fait épandu sur les zones qui étaient en cours de restauration. On a aussi poussé le plus loin, donc ça c'est ce que j'appelle un peu une restauration shadowkienne. Outre le fait d'aspirer en fait un lot de graines, on a également, hélas, bénéficié quelquefois de sols qui allaient être détruits pour la construction de carrières, pour la construction de plateformes logistiques. Et donc dans ce cas-là, on a étrépé la couche superficielle du sol, que vous voyez sur la diapo de gauche, et on a ensuite inoculé avec ce sol et toutes ses composants le lieu qu'on voulait restaurer. Donc c'était plus une opération de sauvegarde, sinon hein, pour ceux qui étaient là dans les années 70, Shadok, vous voyez, on creuse un trou pour remplir un lot, ce n'est pas vraiment l'idéal. Alors voilà, on a pu bénéficier donc, de cette plateforme expérimentale assez conséquente. Regardez les chiffres, le semi-d'espèce sur plus de 60 hectares, le transfert de foin sur 20 hectares, le transfert de sol sur 3 hectares, les trépages du sol sur 1 hectare. Au plus on va vers le bas de la liste, au plus ça coûte cher. Et on a bien sûr remis en place le pastoralisme, qui va être vraiment les espèces ingénieurs des écosystèmes qui vont nous permettre de suivre cette trajectoire. Alors quelques résultats, les oiseaux stépiques, ça a été un succès assez rapide, puisque dès la fin du chantier, ces oiseaux sont revenus à nouveau nidifiés, ces oiseaux qui ne supportent pas la présence d'arbres, à partir du moment où ils avaient tous retirés, ils n'étaient pas très sensibles au grain de la végétation herbacée, donc ils sont installés indépendamment des différents traitements. Et par contre, sur la végétation, alors sur mes diapos, j'avais peur de faire des diapos compliqués, mais avec la présentation précédente, je suis à l'aise maintenant. Mais donc, alors ici, vous avez en fait un résultat d'une analyse multivariée
qui s'interprète en fait très facilement. Tous les différents polygones que vous voyez, à partir du moment où ils ne se superposent pas, ça veut dire que c'est différent. Et donc là sur votre gauche, vous avez la diapositive qui représente la steppe de référence, qu'on appelle le Coussoul en fait, en provençal, ça vient du latin cursorium, la terre que l'on parcourt, et qui montre que tous nos traitements au bout de 8 ans n'ont pas permis de se superposer à la steppe de référence, ni en composition, ni en richesse, ni en diversité. Par contre, si vous regardez sur votre droite, et vous voyez que là, il y a cette notion de trajectoire, de 2010 à 2015, tous nos traitements ont tendance à aller vers l'écosystème de référence, mais vous voyez qu'ils ne prennent pas la ligne droite, qui est la voie la plus rapide, et donc on peut se poser la question de savoir si un jour tous ces traitements-là, bon certes on est sur du très court terme, on est sur 8 ans, on va quand même pouvoir atteindre cet écosystème de référence avec toutes ces variations qui sont dues aux variations à la fois climatiques et puis aux variations de pâturage. Alors important aussi, systématiquement, quand on a fait des traitements très forts, comme les trépages du sol, ce qu'on voit ici tout en bas de la diapo, les trépages du sol, le fait de retirer la couche de sol qui concentrait les espèces non désirées, qui concentrait les résidus d'engrais, qui concentrait les résidus de pesticides, a permis d'accélérer en fait la restauration. Donc, au plus on agit fortement sur l'écosystème, au plus on peut gagner du temps pour restaurer ce qu'on veut, mais bien sûr à un coût environnemental très fort. Qu'est-ce qu'on fait de ces terres qui sont entre guillemets polluées, et avec bien sûr un coût en termes d'utilisation d'engins de travaux publics, de consommation d'hydrocarbures, d'émissions de CO2, qui posent question sur la durabilité de ces types de restauration. Alors également, c'est pas parce qu'on fait beaucoup de sciences sur ce type de milieu, dès qu'on touche au vivant, et normalement, quel que soit le niveau d'organisation, on a toujours des surprises. Et là, bien sûr, on a eu droit à notre surprise en 2014, ça aurait été triste de ne pas l'avoir, puisqu'on a eu une espèce qui s'appelle la marante blanche, Amaranthus albus, qui est une espèce originaire d'Amérique centrale, qui était très connue dans les vergers, en fait, parce que les vergers sont irrigués toute la saison, donc elle peut passer la mauvaise saison, il n'y a pas de sécheresse dans les vergers, et elle s'est mise à proliférer, ce qui n'est pas vraiment un problème, sauf à l'automne, où elle se dessèche sur pied et où le vent l'emporte. Vous avez tous vu un film aux États-Unis, vous avez au Texas, etc. Bon là, ce qui a été problématique, c'est qu'on a eu 400 hectares qui se sont mis à rouler en fait d'un seul coup, qui ont en fait, vous le voyez, noyé certains bâtiments. La diapositive que vous avez ici en bas à votre droite, c'est un verger qui a été complètement recouvert sur 5 hectares. Pas pratique ensuite pour l'exploiter. Et enfin, surtout, ces végétaux ont traversé la route et puis se sont emmêlés dans des clôtures et dans une terre de pastoralisme, c'est pas une bonne chose. Alors ça a eu un impact quand même, on parlait de panneaux dans la première présentation, donc la restauration écologique nous a permis de créer un nouveau panneau. Vous pourrez voir sur ce site national, qui va interroger à mon avis beaucoup les générations futures. Attention, projection de végétaux, donc nous on sait ce qu'il y a derrière, mais là, donc, si vous voyez ce type de panneau, il y a juste à s'inquiéter en fait pendant une quinzaine de jours et de ne pas donner de coups de volant brut quand vous avez ces boules qui roulent. Si ça vous intéresse, on appelle ça en anglais des tumbleweeds, et je vous invite à aller voir sur YouTube parce que ça peut donner, en fait nous on est sur 400 hectares, ce type en fait de mouvement aux États-Unis quand on est sur plusieurs milliers de kilomètres carrés. Donc voilà, ça montre qu'en matière d'ingénierie écologique, on ne maîtrise jamais tout et on peut faire autant de bêtises qu'en ingénierie génétique. Alors le deuxième exemple sera un exemple un peu différent. Donc c'est un exemple où on a été amené suite à une fuite d'hydrocarbures qui a eu lieu dans le centre de l'Accro. Donc ce sont, je vais vous expliquer, sont les travaux de thèse d'Adine Bulot qui est présente ici. Donc vous pourrez lui poser d'autres questions sur cet exemple-là, je ne serai plus là. Donc là, hélas, on a eu une fuite en fait d'un oléoduc qui a noyé sous le pétrole à peu près 5 hectares, sous une quantité de pétrole de 5 400 000 litres de pétrole brut. Donc ça fait à peu près un quart de l'Erika pour se situer un peu dans la catastrophe, au plein cœur de la réserve. La méthode de dépollution qui a été choisie, en fait, c'est de retirer l'ensemble du sol qui était pollué à plus de 20% en fait, par des hydrocarbures. Donc au total, il y a 72 000 tonnes de sol qui ont été amenées dans une décharge de catégorie 1. Encore une fois, on est sur une ingénierie civile très lourde. Et ensuite, il a décidé, en fait, par rapport à nos résultats sur les autres expérimentations, à nouveau, comme on avait des carrières qui continuaient à s'étendre et qui détruisaient ce sol, de récupérer en fait cette ressource pour la transporter d'un point à l'autre, afin de combler en fait le trou qui avait été créé par du sol du même type en fait de celui qui avait été enlevé au niveau géologique, au niveau édaphique, pédologique et au niveau des communautés végétales. Donc voilà à quoi ressemblait cette opération. On a restauré couche par couche, ce qui a été assez original, ce sol. On travaillait beaucoup avec des ingénieurs en fait, qui provenaient des écoles des mines, etc., qui avaient une grande compétence sur le foisonnement du sol et toutes les structures physiques, mais qui découvraient quand même que le sol était organisé en plusieurs couches et qu'il y avait des êtres vivants dedans. Donc on a accompagné à nouveau ce projet par des techniques en fait, scientifiques. Plutôt que de tester une seule technique, on a testé plusieurs techniques. Ici, de la gauche vers la droite,
en mettant l'ensemble des couches du sol ou en économisant le sol pour éviter, en fait, pour l'économiser pour pouvoir le réutiliser en fait, dans le futur. Alors voilà le schéma, voilà un peu à quoi ressemblait cette opération, donc là c'est en avril 2011. Donc vous voyez les différentes couches de sol qui sont remises en place, vous voyez l'usine de traitement des eaux parce que bien sûr la nappe était polluée. Donc voilà la même vue pendant le chantier, donc vous voyez l'installation aussi des niveaux, des protocoles expérimentaux. Ici vous avez la fin d'opération donc en mai en fait 2011, on voit très bien nos quadrats de civil, donc au moins on a un résultat, ils sont visibles du ciel. Et voilà la végétation telle qu'elle était en 2014, donc ça s'est reverti. Bon, est-ce que c'est la bonne végétation? Est-ce que c'est ce qu'on voulait? C'est ce qu'on va voir maintenant. Alors à ce niveau de cette opération-là, on a bien évidemment suivi la végétation, les insectes, mais on s'est aussi intéressé à certains paramètres qui sont plus compliqués, notamment les fonctions du sol, qui nous semblaient importantes. Est-ce qu'un sol que l'on transfère rapidement d'un point à un autre, même à la meilleure saison au printemps, se remet en fait de ce transfert? Il s'avère que pour la plupart des fonctions du sol, comme ici la respiration basale, c'est le cas pour les sols où on a bien restauré couche par couche et dans le bon sens, ça paraît assez évident, mais on a bien une crainte quand même d'oxydation d'une très vieille matière organique. Donc ça c'était plutôt rassurant, ce qui se passe en surface est assez intéressant. Par contre, quand quelques années après, sur cette opération, on s'est mis à faire des profils de sol et à regarder ce qui se passait dans la profondeur, là on était beaucoup plus inquiets, puisque globalement ici, de l'autre gauche vers la droite, vous avez les différents sols, les différents niveaux de restauration, et sur la droite, le système de référence, on voit bien les racines qui colonisent l'ensemble du profil, on n'a pas d'horizon marqué, on a une circulation de l'eau qui est assez importante, et au plus on va vers la gauche, au contraire, malgré toutes les préconisations qu'on a pu prendre, travailler à la bonne époque, travailler rapidement, etc., et en conditions humides pour que les sols se remettent rapidement, on a un effet en fait de tassement. Et on s'inquiète beaucoup d'une sécheresse exceptionnelle. La dernière, c'était en 2003, en fait, dans cette zone-là, qui ne permettrait pas à la végétation de pouvoir repartir du fait qu'elle n'exploite pas tout le profil. C'est ce qu'on voit là entre les deux diapos en fait, de droite. Vous voyez bien les racines dans un cas qui vont jusqu'au fond, et dans l'autre, les racines qui sont restées juste en surface. Donc, d'où l'importance, quand on fait l'écologie de la restauration, de regarder les indicateurs qui nous sont les plus accessibles, mais de regarder aussi des fonctionnements, à la fois bactériens, à la fois de la pédofaune du sol, et les processus de pédogenèse pour savoir si on peut réussir sur le long terme. Au niveau de la végétation, on avait le même type de résultats que précédemment. Malgré tout ce qu'on a pu mettre en place, le transfert de ces sols, toute cette ingénierie qu'il y a eu derrière, à nouveau, sur le court terme, on n'a pas réussi à restaurer l'ensemble de l'organisation de la communauté végétale, l'ensemble des espèces, l'ensemble de la structure, du turnover des espèces. Et encore une fois, comme tout à l'heure, les différents traitements ont tendance à aller avec notre step de référence, mais encore une fois, la ligne droite n'est pas le plus court chemin, et on peut se poser des questions sur le fait qu'on atterrit un jour, même avec toutes ces techniques et avec ce coût en fait, de restauration, l'écosystème qui a été détruit. Pour rappel, l'ensemble de l'opération a coûté 50 millions d'euros. Alors, comme vous l'avez vu, j'ai parlé beaucoup en fait, d'ingénierie civile, on utilise beaucoup en fait, les engins de travaux publics. Ça nous a toujours choqué un peu d'utiliser les mêmes engins pour restaurer la nature que ceux qui les détruisent. Et on a monté tout un programme en fait, d'ingénierie en fait, d'écologie, d'avoir une action pas seulement en fait, pour la nature, mais aussi par la nature. D'utiliser ce qu'on connaît du fonctionnement des écosystèmes et de certaines espèces qui ont des rôles majeurs, qu'on appelle des espèces clés, des espèces ingénieurs des écosystèmes, des espèces nurses. Et dans ce cas-là, on avait remarqué qu'une fourmi, donc la fourmi moissor, une fourmi moissonneuse, transportait énormément de graines qu'elle stockait en fait, dans ses nids sur des distances allant de 10 à 30 mètres, ce qui représente à peu près 11 km pour nous, qu'elle fait très régulièrement. Alors bien sûr, ces graines, elle les mange. Donc si elle les mange, ça n'a pas beaucoup d'impact sur la végétation. Mais il se trouve qu'elle en oublie aussi le long de ses pistes. Et il se trouve aussi que certaines qui sont amenées au nid sont ressorties immédiatement. C'est comme quand vous allez faire vos courses, vous jetez tout à la poubelle. C'est un peu curieux, je suis sûr que c'est pas nouveau, mais certains des fois ça arrive. Et puis dans d'autres cas aussi, elles rentrent dans le nid et elles sortent après. Donc ça, c'est encore beaucoup d'interrogations en fait sur les raisons en fait de ce tri de graines, le mécanisme de ce tri de graines. Mais toujours est-il que ces fourmis, qui présentent des nids à peu près de 20 000 individus, qui sont présents tous les 1000 mètres carrés, ont un rôle très très important sur la redistribution des graines, donc sur le dessin de la steppe. Donc c'est ces propriétés qu'on a voulu utiliser en bio-inspiration en fait. Et on a donc capturé en fait les reines qui sont donc des fourmis fécondées. On a immédiatement mis dans des éprouvettes, parce qu'on est des scientifiques, c'est plus fort que nous, et avec un petit peu de coton humide. Ces fourmis peuvent passer 2 à 3 mois au frigo, en fait, avec des taux de survie très très importants, et sont ensuite réimplantées soit immédiatement à l'automne, soit au printemps. Donc comme vous voyez, on creuse un petit trou, on met un galet qui va permettre de les protéger de la prédation. C'est un véritable petit appartement, parce qu'en plus le galet concentre la chaleur qui redistribue en fait dans la loge.
Et on va ensuite suivre en fait l'installation de ces rennes avec l'apparition généralement au printemps des œufs et du couvain qui montrent une réussite en fait de l'installation. Donc les premières années, les taux de réussite ont été assez conséquents, parce qu'on peut estimer qu'en gros, dans la nature, il y a sur 10 000 en fait, princesses non fécondées, il n'y a qu'une reine fondatrice qui va arriver en fait, à faire son nid. On a multiplié le processus on l'a amélioré par 500, avec des taux les premières années de 60% à 40% de suivi la deuxième année. Maintenant, on est tombé un peu plus bas, autour de 10% au bout de 8 ans, mais ça reste quand même des taux très très intéressants. On estime généralement dans les opérations de transplantation qu'autour de 3 et 5%, on a vraiment une réussite de la transplantation. Enfin, dernier cas, donc vous voyez bien que dans ces deux cas, malgré tout ce qu'on a pu mettre de savoir, de technique, de science et de moyens, on n'a pas vraiment réussi sur le court terme, certes, à atteindre l'ensemble des objectifs de restaurer cette steppe telle qu'elle fonctionnait. Et donc dans le dernier cas, avant de partir sur cette ingénierie de la restauration classique, on a fait un diagnostic en fait plutôt de carrière qui avait été utilisé les années précédentes. Donc pour montrer un peu l'impact de ces carrières, voilà la situation de la steppe, hein, une vraie steppe, il n'y a pas un arbre, donc c'est vraiment une vraie steppe. Voilà à quoi ressemblait l'exploitation en fait dans les années 80. Sous le compacteur, là, vous pouvez remarquer qu'il y a 2 blocs de béton. Voilà la même photo en 2015. Et vous voyez ce paysage qui change énormément, ces carrières qui se déplacent, les vergers qui s'installent, et ces nouveaux écosystèmes qui sont considérés comme des friches industrielles, où le sol a été complètement détruit, le sous-sol a été détruit, la nappe phréatique atteint maintenant en fait la surface, n'était pas le cas avant. Dans d'autres cas aussi, après l'exploitation, on a eu l'installation de centrales à bitume ou de centrales à béton, qui ont encore impacté plus le milieu, cette fois-ci en déposant en fait des matériaux anthropogéniques non désirés, notamment du bitume, et le bitume bien sûr a imperméabilisé de grandes surfaces de ces milieux en créant à nouveau de nouveaux écosystèmes, avec cette fois-ci l'eau qui stagne et qui crée des mares temporaires ou certaines mares permanentes. Donc on est vraiment dans cette notion de nouvel écosystème, on a très peu de référents par rapport à la steppe qui existait. Donc notre objectif a été avant d'entamer une restauration écologique de la steppe qui préexistait, encore une fois de faire un diagnostic pour savoir qu'est-ce qu'il y avait derrière ces nouveaux écosystèmes. Est-ce qu'ils étaient réellement plus pauvres? Est-ce qu'il y avait des services qui avaient disparu? Donc à nouveau on s'est intéressé au sol, dans leur description pédologique et dans leur fonction. On s'est intéressé à différents compartiments de la biodiversité, le plus qu'on pouvait dans l'équipe, avec des gens qui sont plutôt botanistes, zoologie, on a pu étudier l'avifaune, la batrachofaune, l'herpétofaune, pas tout encore une fois, mais on a essayé vraiment de tout regarder. On a regardé aussi la dimension paysagère, avec la façon dont s'organisaient ces nouveaux habitats. Et puis voilà les quelques résultats. Et bien en fait, dans ces nouveaux habitats de carrière, on en avait beaucoup plus qui avaient été créés par rapport à la steppe, qui est un seul habitat en fait référencé, avec notamment des nouveaux habitats pour un milieu steppique, des habitats notamment de zones humides, dans une steppe c'est plutôt rare, avec notamment, vous voyez, soit des mares permanentes, soit des mares temporaires. On a eu aussi des colonisations forestières, avec des ripicides aussi tout assez intéressantes, qui se sont finalement installées sur une trentaine d'années. Donc tout ça, ça s'est mis en place sans aucune gestion, hein, sans pâturage, sans retour depuis l'époque d'abandon. Et donc on a eu déjà cette diversité, puisque c'est le maître mot de cette présentation de ces journées, cette diversité finalement d'habitats qui était beaucoup plus forte dans les carrières abandonnées que dans la steppe de référence. Et si on essaye de le cartographier, on voit bien que la cartographie de ces habitats dans les anciennes carrières, c'est une mosaïque, elle est extrêmement diversifiée, et elle est extrêmement différente de la steppe de référence. Si on regarde maintenant juste la flore, je ne vais pas présenter tous les résultats. Donc sur la flore, on a constaté que déjà on avait beaucoup plus d'espèces dans les carrières, 224 contre 131. Bon, enfin bon, c'est des espèces qui en plus des espèces invasives, c'est pas très très intéressant. Donc on a regardé le statut en fait de ces espèces qui s'étaient installées, donc le statut de valeur patrimoniale, est-ce qu'elles sont protégées locales, régionales, nationales, est-ce qu'elles sont des listes rouges, etc. Et effectivement, que ce soit les oiseaux, que ce soit les batraciens, que ce soit les autres groupes étudiés, systématiquement dans les carrières, on avait aussi plus d'espèces à valeur patrimoniale. Donc ça posait vraiment la question de la restauration. Quelque part, à partir du moment où la nature nous propose quelque chose de nouveau et qui, par rapport à nos référents que l'on a déjà, est intéressant, pourquoi finalement aller faire cette restauration? Donc on va aller sur la conclusion générale. Alors faut-il restaurer ou laisser faire la nature? Je vais vous faire une réponse d'écologue. Ça dépend. Voilà, c'est vraiment très très important. Il n'y a pas de paradigme, que ce soit dans les objectifs de la restauration écologique. On peut restaurer pour certains groupes de biodiversité, on peut restaurer pour certaines fonctions, on peut restaurer pour l'expression de la naturalité, et donc dans ce cas-là, il n'y a pas de paradigme, il n'y a pas de loi, et ça va dépendre, en fait, il faut avoir une démarche vraiment pragmatique des objectifs, de l'état de dégradation d'écosystèmes, et de ce qu'on peut faire et de ce qu'on est prêt à faire. Donc, attention aussi, le fait de choisir un nouveau écosystème, souvent on nous le reproche, mais si vous dites qu'ensuite, après l'aménageur peut laisser faire la nature, il a une carte blanche pour détruire, c'est complètement faux.
puisque en fait, comme on ne peut pas prédire finalement ce que vont devenir ces nouveaux écosystèmes, il y a systématiquement un principe de précaution à appliquer, et à partir du moment où on ne peut pas prédire ce qu'on a créé, on va déjà toujours chercher à éviter et à conserver surtout ce qu'on a déjà. Et ce principe de précaution, il doit s'appliquer pour la restauration classique. À partir du moment où vous restaurez un écosystème et que vous ne pouvez pas garantir que vous allez restaurer l'intégralité de ce qui va être détruit, là aussi, principe de précaution, on va éviter en fait les impacts des aménagements et conserver ce qu'on a déjà. Donc dans les perspectives, donc beaucoup de recherches qui tournent autour de ces thématiques actuellement. Vous l'avez vu par rapport à ce schisme en fait, de l'apparition du nouvel écosystème, pose la question de finalement quelle nature voulons-nous et quelle nature aurons-nous. Est-ce qu'on va avoir une nature où on veut maximiser la biodiversité, les services écosystémiques, les différentes formes de naturalité, donc quelle priorité on donne sur ces actions de restauration, biodiversité, services, naturalité. Vous l'avez vu aussi dans ma présentation, très important, comment on agit sur le milieu, parce qu'on a souvent les questions du pourquoi, mais pas tellement du comment. Le comment, c'est souvent de l'ingénierie civile. Or, l'ingénierie civile, elle montre ses limites par rapport à ce qu'elle sait faire et par rapport à son coût économique et environnemental. C'est pour ça qu'on prône en fait une ingénierie écologique qui est expérimentale, mais vous voyez, qui pourra peut-être donner des résultats. J'espère qu'avec Adeline, dans 1 ou 2 ans, on pourra aller voir si nos fourmis ont bien redessiné la steppe là où elles étaient réintroduites par rapport où là elles n'ont pas été réintroduites. Et enfin, très important également, comment évaluer le succès d'une opération de restauration écologique. Quand vous restaurez une vieille forêt qui a plusieurs centaines d'années ou une steppe qui a plusieurs milliers d'années, ben, en gros, il faudrait que les trajectoires elles, se superposent sur le même temps que ce qui les a amenés en fait, à créer. Donc je sais bien qu'avec le retard du départ de l'âge de la retraite, on va peut-être y être, mais il faut quand même trouver quand même quelques espèces bioindicatrices en fait, qui vont pouvoir nous permettre de faire un bilan plus rapidement. Donc comme il existe des espèces bioindicatrices de dysfonctionnement des milieux naturels, hein, les lichens, etc., pour la pollution soufflée, on essaye de mettre au point en fait, des indicateurs de réussite précoce de la restauration. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Tu nous as indiqué qu'il y avait une obligation de restauration de l'écosystème. Oui. Tu nous expliques un petit peu comment ça marche et en fait, sous quel contrôle? Parce que tu es en train de nous dire que c'est pas si simple que ça. Oui, alors ça dépend bien sûr à quel niveau on se place. Si on se passe dans la législation française, je pense que vous connaissez tous la loi sur les études d'impact de 1976, qui a été revue d'ailleurs assez récemment, et la mise en place d'une séquence qu'on appelle ERC, éviter, réduire, compenser. Et donc tout ce que vous n'avez pas pu en fait dans votre aménagement éviter en termes d'impact environnementaux ou réduire lors de la place de votre aménagement, vous devez le compenser. Et c'est dans ce cadre-là que va se mettre en place la restauration écologique, soit dans le cadre de l'atténuation, soit dans le cadre de la restauration sur un autre endroit, d'ailleurs c'est ce qu'on appelle la compensation en fait post-ante. On peut être amené à restaurer des écosystèmes, voire faire plus dans certains écosystèmes que ce qui a été dégradé. Donc ça c'est pour la législation française. Elle est assez récente pour les carrières, elle date du début des années 80, la mise en place en fait, de cette séquence. Oui, j'ai une question sur la biologie des sols, parce qu'on sait effectivement que les racines pénètrent lorsqu'elles sont accompagnées par un cortège de cellules bactériens et autres. Vous avez fait des analyses un peu de biologie des sols pour voir si ce cortège était présent, ou vous avez gardé des échantillons au moins pour faire des analyses ensuite? Oui, là au niveau de... Ça c'est pour la seconde expérience, c'est sur le transfert de sol dans le cadre de la fuite d'hydrocarbures. Donc là effectivement on fait des analyses physico-chimiques en fait, je crois que c'est tous les 3 ans avec Adeline, et on va également faire des analyses microbiologiques et on décrit les sols avec les traces d'activité biologique. Donc on va regarder notamment les traces d'activité des vers de terre, la présence des racines, les types de racines, etc. pour voir comment en fait les sols sont reconquis en fait biologiquement, pas seulement sur l'horizon supérieur mais sur l'ensemble des horizons. Donc à chaque fois on essaye de croiser ce que peut nous donner les protocoles analytiques, mais qui sont bien sûr très peu pertinents pour détruire l'activité biologique. C'est pour ça qu'on fait des fosses en fait, régulièrement. Et donc pour l'instant, toujours en 2016, les couches qui ont été remises en place au fond n'ont toujours pas été colonisées par les racines. Et le ver typique que tout le monde connaît, qui s'appelle Ormogaster elisea, qui pousse, qui est une espèce un peu endémique de ces milieux-là, n'a hélas toujours pas, c'est un ver anécique, donc il brasse le sol, n'a hélas toujours pas recolonisé l'ensemble des horizons. Ce qui explique en fait que seul l'horizon de surface pour l'instant est colonisé.